Un héritage cachait un secret inimaginable, et je l'ai compris au moment précis où cette phrase a été prononcée, presque négligemment, comme si elle n'avait aucune portée. Elle n'était pas adressée à moi. Elle flottait dans l'air, entre deux banalités, portée par une voix sûre d'elle, habituée à ne jamais être contredite. Je me trouvais dans le salon, assise sur le fauteuil près de la fenêtre, celui où je m'asseyais toujours quand les conversations devenaient trop techniques, trop sérieuses, trop éloignées de ce qu'on jugeait utile de m'expliquer. La lumière était douce, presque trompeuse. Tout semblait calme, ordonné, familier. Tout. Et pourtant, en une seconde, tout a basculé. Il parlait de succession, de régularisation, de quelque chose enfin réglé depuis longtemps. Puis cette phrase est tombée, nette, définitive. L'héritage avait toujours été géré ainsi, pour éviter que je ne découvre ce qu'il contenait réellement. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas réagi. Mon visage est resté calme, presque indifférent. Mais à l'intérieur, j'ai senti un déclic précis, froid, irréversible. Ce n'était pas de la surprise. C'était une reconnaissance tardive. Comme si une part de moi avait toujours su que quelque chose clochait, sans jamais oser le formuler. Ils ont continué à parler, convaincus que je n'avais pas saisi l'essentiel, ou peut-être convaincus que, même si je l'avais saisi, je n'en ferais rien. Cette certitude-là, je la reconnaissais. Elle m'avait accompagnée toute ma vie. Je me suis demandé, à cet instant, combien de fois on avait déjà parlé ainsi devant moi. Combien de décisions avaient été prises avec cette même assurance tranquille, fondée sur l'idée que je ne poserais pas de questions, que je n'irais pas chercher plus loin, que je resterais à ma place. Cette place, je l'avais occupée sans résistance pendant des décennies. Celle de la femme discrète, de la mère qui ne dérange pas, de l'épouse qui fait confiance. J'avais cru que cette retenue était une force. Je comprenais maintenant qu'elle avait surtout été une commodité pour les autres. La phrase résonnait encore en moi. Éviter que je ne découvre. Ces mots n'étaient pas violents. Ils étaient pires. Ils étaient organisés, calculés. Ils disaient qu'il existait une vérité à laquelle je n'avais pas droit. Une vérité jugée trop dangereuse, trop complexe, ou simplement trop dérangeante pour être partagée avec moi. Je n'ai pas interrompu la conversation. J'ai écouté jusqu'au bout, attentive à chaque mot, à chaque silence. Je remarquais soudain des détails qui m'avaient toujours échappé. Les regards échangés, les phrases coupées, les précautions de langage. Tout formait un ensemble cohérent, presque élégant dans sa cruauté. Je me suis souvenu de toutes ces fois où j'avais demandé, sans insister, où l'on m'avait répondu que ce n'était pas important, que tout était sous contrôle, que je pouvais faire confiance. Ces réponses, je les avais accueillies avec soulagement, parce que faire confiance était plus simple que d'affronter l'idée d'avoir été tenue à l'écart. À cet instant précis, j'ai ressenti une douleur sourde, mais contenue. Pas une douleur qui appelle les larmes, une douleur qui appelle la clarté. Comprendre que l'on a vécu dans une version tronquée de sa propre vie ne provoque pas immédiatement la colère. Cela crée un vertige, comme si le sol se dérobait lentement, sans bruit. Je me suis levée calmement. J'ai dit que j'avais besoin d'air. Personne n'a insisté. Personne ne m'a suivi. Ce détail, anodin en apparence, m'a frappé plus que tout le reste. Ma présence n'était déjà plus indispensable. Elle ne l'avait peut-être jamais été. Dans la chambre, j'ai fermé la porte derrière moi. Je me suis assise sur le bord du lit. Mes mains tremblaient légèrement. Pas de peur. De lucidité. Je savais que quelque chose venait de se rompre et que je ne pourrais plus jamais faire semblant de ne pas l'avoir entendu. Je n'ai pas pleuré. Les larmes auraient été une réaction attendue, presque rassurante pour eux si jamais elles avaient été vues. À la place, j'ai senti une froide détermination s'installer. Oh, une certitude simple, ma vie reposait sur une ignorance soigneusement entretenue. L'héritage n'était qu'un prétexte. Ce qu'il cachait dépassait de loin des biens ou de l'argent. Il dissimulait une vérité sur mon histoire, sur ma place, sur ce que l'on avait décidé que je n'avais pas besoin de savoir. Ce jour-là, je n'ai confronté personne. Je n'ai posé aucune question. J'ai fait quelque chose de plus décisif. J'ai décidé d'écouter autrement, de regarder chaque détail, de ne plus accepter les réponses vagues, de relire ma vie avec des yeux neufs. Je n'étais pas encore dans l'action. Je n'étais pas encore dans la révolte, mais j'avais franchi un seuil invisible,
fou, celui où l'on cesse de protéger une paix bâtie sur le mensonge. Je le savais déjà, avec une clarté presque apaisante. L'héritage n'était que le début. Et ce qui y cachait allait, tôt ou tard, exiger d'être regardé en face. Avant cette phrase, avant ce soupçon devenu certitude, il y avait eu une vie que je croyais lisible, presque exemplaire. Je la racontais sans hésiter, comme on récite un itinéraire, appris par cœur. J'étais l'épouse fidèle, la mère attentive, la femme discrète, qui avait mis de côté ses propres élans pour que les autres puissent avancer sans heurts. Je pensais que cette retenue était une forme de sagesse. Je ne voyais pas encore qu'elle avait surtout servi à masquer ce que je n'étais pas censé savoir. Je venais d'un milieu où l'on respectait les silences. On disait que certaines choses ne se commentent pas, qu'elles se portent. Ma mère répétait que la stabilité d'une famille dépendait de la capacité des femmes à tenir sans faire de bruit. J'ai grandi avec cette idée, convaincue que l'amour s'exprimait par l'endurance, que la confiance consistait à ne pas trop demander. Quand j'ai rencontré mon mari, j'ai cru reconnaître cette promesse de solidité. Il parlait peu, décidait vite, et cette assurance m'a rassurée. À ses côtés, je me sentais protégée. Je confondais cette protection avec un partage équitable. Je ne voyais pas encore que décider à deux ne signifiait pas toujours comprendre à deux. Nous avons construit notre foyer rapidement. Une maison choisie, disait à deux. En réalité, il avait déjà tranché. Je m'en rendais compte aujourd'hui, mais à l'époque cela ne me dérangeait pas. Je pensais que l'essentiel était d'appartenir, pas de diriger. J'aimais l'idée que quelqu'un prenne en charge ce que je trouvais compliqué. Les papiers, les rendez-vous, les décisions à long terme. Les enfants sont arrivés, et avec eux, une organisation où je trouvais naturellement ma place. Je m'occupais de ce qui ne se voit pas toujours, mais qui soutient tout le reste. Les repas, les rythmes, les inquiétudes nocturnes, les détails invisibles. Mon mari, lui, gérait les dossiers, les signatures, les échanges avec l'extérieur. Il disait que c'était plus simple ainsi. Je l'ai cru. Je travaillais par période, selon les besoins de la famille. J'arrêtais. Je reprenais. Je m'adaptais. Je ne me demandais pas ce que je laissais de côté. J'avais la sensation d'être utile. Et cette utilité me suffisait. Elle me donnait l'impression d'exister à travers les autres. Je me souviens d'un rendez-vous chez le notaire, longtemps avant que les enfants ne deviennent d'adultes. La pièce était claire, impersonnelle. On nous a tendu des documents. Mon mari parlait, expliquait, résumait. Je signais. Je n'avais pas lu jusqu'au bout. J'étais pressée, fatiguée, confiante. Je ne savais pas que cette signature serait l'un des fondements d'une histoire qui m'échapperait ensuite. Oui. La vie avançait sans heurts apparents. Les enfants grandissaient. Les dimanches se remplissaient de bruit, puis se vidaient peu à peu. J'étais fière de ce que nous avions construit. Fière de cette maison pleine de souvenirs, de ces années où tout semblait tenir sans effort. Je croyais que l'équilibre était la preuve que j'avais bien fait. Avec le temps, pourtant, j'ai senti un léger déplacement, presque imperceptible. Les décisions se prenaient sans moi, puis m'étaient présentées comme des évidences. Quand je posais une question, on me rassurait. Toujours les mêmes mots. Ne t'inquiète pas, c'est réglé. Je les accueillais avec gratitude. Ils m'épargnaient le doute. Mais mon mari devenait plus silencieux. Parfois, je surprenais un regard fuyant, une conversation interrompue à mon entrée. J'expliquais cela par la fatigue, par le poids des responsabilités. Je ne voulais pas imaginer autre chose. Imaginer aurait signifié remettre en cause toute une construction patiente. Mais quand il est tombé malade, j'ai pris soin de lui avec une dévotion que je croyais naturelle. Je pensais que l'amour se prouvait dans ces moments-là. Je n'imaginais pas que, pendant que je veillais, d'autres décisions continuaient de se prendre ailleurs, sans moi. Je n'avais pas appris à soupçonner. Après sa mort, j'ai cru que les non-dits s'éteindraient avec lui. Je pensais que tout ce qui devait être su finirait par apparaître. Je me trompais. Certains silences survivent. Ils s'installent dans les habitudes, dans les phrases répétées, dans les regards qui se détournent. Je continuais à raconter notre histoire comme une réussite. Je la croyais sincèrement. Parce que remettre en question ce récit aurait signifié admettre que j'avais vécu dans une version incomplète de ma propre vie. Et cette idée m'était insupportable.
Je n'étais pas malheureuse. C'est cela qui rend la révélation si troublante. On peut vivre longtemps dans une histoire fausse, sans souffrir ouvertement. On s'adapte, on s'ajuste. On appelle cela la normalité. J'avais vécu ainsi, persuadée que tout reposait sur des bases solides. Je comprends aujourd'hui que cette vie d'avant était construite sur une confiance aveugle. Une confiance sincère, mais jamais vérifiée. Elle avait permis à d'autres de décider ce qui devait être dit, et surtout ce qui devait rester caché. L'héritage, que je croyais lointain et abstrait, s'inscrivait déjà dans cette logique-là. Ce que j'appelais la vie d'avant n'était pas un mensonge brutal. C'était un récit arrangé, poli, répété jusqu'à devenir crédible. Et moi, je l'avais porté sans le questionner, persuadé que c'était cela, aimer. Je ne savais pas encore ce que l'héritage allait révéler exactement. Mais déjà, en relisant ce passé avec des yeux neufs, je sentais que quelque chose d'essentiel m'avait été soustrait. Et que cette soustraction, patiente et discrète, expliquait enfin ce malaise ancien que je n'avais jamais su nommer. Les premiers signes de rejet ne sont jamais arrivés comme une rupture nette. Ils se sont installés lentement, presque avec politesse. À l'époque, je n'y ai pas vu une mise à l'écart. J'y ai vu des maladresses, des ajustements, les conséquences naturelles du temps qui passe. J'ai voulu croire que tout cela était normal. Après la mort de mon mari, quelque chose a changé dans la façon dont on me parlait. Pas dans les mots eux-mêmes, mais dans leur intention. On ne me demandait plus mon avis, on m'informait. Et encore, pas toujours. Les décisions se prenaient ailleurs, puis m'étaient présentées comme des évidences, déjà digérées, déjà validées. Je me souviens de cette phrase, répétée souvent, toujours sur le même ton rassurant. On a pensé que ce serait plus simple pour toi. Plus simple. Comme si la complexité de la vie devait désormais m'être épargnée, comme si comprendre devenait un fardeau que je n'étais plus censée porter. Ma belle fille excellait dans cet art. Elle ne disait jamais frontalement ce qu'elle voulait. Elle suggérait. Elle enveloppait ses remarques d'une logique douce, presque attentionnée. À ton âge, disait à elle, il faut penser au confort. La maison est grande, fatigante à entretenir. Ce n'est pas raisonnable de rester attaché à des choses matérielles. Puce, je souriais. Je répondais vaguement. Je pensais que ces paroles n'étaient que des opinions, sans conséquences réelles. Je n'avais pas encore compris qu'elle préparait un terrain. Les enfants, eux, évitaient les discussions trop précises. Et puis, quand je demandais des explications sur certains choix, on me disait que ce n'était pas urgent, qu'on en reparlerait. Ce plus tard ne venait jamais. J'apprenais les décisions une fois qu'elles étaient déjà actées. Et comme il n'y avait plus rien à discuter, je me taisais. Les humiliations ne prenaient jamais la forme d'une attaque directe. Elles se glissaient dans les détails. Un jour, je suis rentrée et j'ai trouvé certains meubles déplacés. Des objets avaient disparu. On m'a expliqué que c'était pour alléger l'espace, pour moderniser. Personne ne m'avait demandé mon avis. J'ai rangé ce qui restait sans protester, convaincu qu'il ne fallait pas s'accrocher inutilement. Lors d'un repas, j'ai commencé à raconter un souvenir ancien. Pas un récit plaintif. Un souvenir simple. Personne ne m'a interrompu, mais les regards se sont détournés. Les conversations ont repris haut à-dessus de ma voix. J'ai terminé ma phrase dans le vide. Puis je me suis tue. J'ai souri, comme si cela n'avait aucune importance. Un autre jour, croyant que je n'entendais pas, j'ai surpris une remarque sur ma lenteur, sur mes habitudes, sur mon attachement au passé. Rien de méchant, disait Taïl. Juste réaliste. Ces mots m'ont traversé sans me blesser immédiatement. Ils se sont déposés quelque part, en silence. Je me demande souvent pourquoi je n'ai rien dit, pourquoi je n'ai pas posé de limite plus tôt. La réponse est simple, même si elle est difficile à admettre. J'avais peur, peur de déranger, peur de briser ce qui restait de la famille. J'avais appris que parler pouvait être dangereux, que se taire protégeait. Je n'avais pas compris que ce silence-là ne me protégeait pas. Il me rendait seulement plus facile à contourner. Et peu à peu, je suis devenue transparente. On parlait de projets devant moi, comme si je n'étais pas concernée. On décidait de ce qui serait mieux pour moi, sans me consulter. J'étais toujours invitée, mais de moins en moins incluse. Ma présence était tolérée, mais plus nécessaire. Chaque petite humiliation, prise isolément, semblait anodine. Mais ensemble, elles formaient un climat. Un climat où je n'étais plus une personne à part entière, mais un paramètre à gérer.
une présence qu'il fallait ménager sans lui laisser trop de place. Je continuais pourtant à croire à l'histoire officielle. Je me disais que c'était le prix de la paix, que vieillir impliquait de céder un peu de terrain. Je me racontais ces choses pour ne pas regarder en face ce que je ressentais vraiment. Ça, ce que je ressentais, c'était une mise à distance progressive. Une façon douce, presque élégante, de me retirer du centre, sans jamais me le dire clairement. Je n'étais plus au cœur de la famille. J'étais sur le bord, là où l'on ne dérange pas. Je ne savais pas encore ce que l'héritage cachait réellement. Mais déjà, sans le savoir, on m'avait habitué à ne plus compter, à accepter sans comprendre, à me taire, sans protester. Ces petites humiliations n'étaient pas une fin. Elles étaient une préparation. Une manière de rendre acceptable, le moment venu, une injustice bien plus grande. Kate et moi, pendant tout ce temps, je continuais à croire que je vivais encore dans une histoire honnête. La goutte d'eau n'est pas tombée sous la forme d'une dispute ou d'une révélation théâtrale. Elle est arrivée un matin ordinaire, enveloppée dans une lettre administrative, au papier trop épais pour être insignifiant. Ce genre de courrier que l'on ouvre sans appréhension, convaincu qu'il ne peut rien bouleverser. Je l'ai ouverte debout, près de la table de la cuisine. J'ai lu distraitement, encore prise par les gestes du quotidien, jusqu'à ce qu'une phrase accroche mon regard. Une phrase simple. Trop simple. Elle mentionnait un bien, un héritage, et un statut juridique qui n'était pas le mien. Je me suis assise lentement. J'ai relu. Une fois. Puis encore. Je cherchais une erreur, une confusion, un détail mal interprété. Mais la phrase restait là, immobile, obstinée. L'héritage en question ne m'appartenait pas directement. Il était placé sous une structure intermédiaire, gérée depuis longtemps par d'autres. Par eux. Ce bien, je le connaissais. J'y avais passé des étés entiers autrefois. Une maison héritée d'un oncle éloigné, disait à on, sans jamais entrer dans les détails. On m'avait toujours expliqué que la succession était compliquée, que cela prendrait du temps, que ce n'était pas urgent. J'avais cru ces mots, parce que je voulais y croire. La lettre disait autre chose. Elle parlait d'une régularisation ancienne, d'actes signés, de décisions exécutées depuis des années. Tout était légal, tout était propre. Et pourtant, je n'avais jamais été informée de ce qui avait réellement été décidé. J'ai appelé mon fils. Sa voix était posée, maîtrisée, trop maîtrisée. Je lui ai lu la phrase à voix haute. Il a marqué un silence, bref, presque imperceptible. Puis il m'a répondu que ce dossier était ancien, que tout avait été réglé depuis longtemps, que je n'avais pas à m'en inquiéter. Encore ces mots. Je lui ai demandé pourquoi je n'avais jamais été consultée. Il a répondu que c'était complexe, que je n'aurais de toute façon pas voulu m'en occuper, que tout avait été fait dans mon intérêt. Cette dernière phrase a résonné longtemps après que j'ai raccroché. Dans mon intérêt. J'ai ouvert le tiroir où je conservais les papiers importants. Tout était soigneusement rangé. Trop soigneusement. J'ai cherché les documents liés à cette succession. Ils n'y étaient pas. Mais non, pas un seul. Comme si ce chapitre de ma vie n'avait jamais existé. Quelqu'un avait décidé qu'il valait mieux que je ne les voie pas. Je suis montée au grenier, là où mon mari conservait ses dossiers personnels. Des cartons poussiéreux, alignés contre le mur. J'ai fouillé longtemps, avec une attention presque méthodique. Puis j'ai trouvé une chemise cartonnée, dissimulée derrière d'autres dossiers, comme si elle n'avait jamais été destinée à être ouverte. À l'intérieur, il y avait tout. Des actes notariés, des procurations, des signatures. La mienne. Toujours la mienne. Apposée à des moments précis, des années plus tôt. Je reconnaissais mon écriture. Je ne reconnaissais pas les décisions qu'elle validait. Je me suis assise sur une vieille chaise, le dossier posé sur mes genoux. Je lisais lentement, phrase après phrase. Le vocabulaire était juridique, froid, précis. Mais le sens était clair. L'héritage avait été orienté, redistribué, géré, sans que je comprenne réellement ce que cela impliquait. Mon consentement avait existé sur le papier. Pas dans la réalité. Je n'avais pas été forcée. J'avais été tenue dans l'ignorance. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas un oubli. C'était une stratégie patiente, étalée sur des décennies, rendue possible par ma confiance et par cette habitude que j'avais de ne pas poser trop de questions. À cet instant, quelque chose s'est brisé en moi.
Pas une colère violente. Une illusion. Celle qui me faisait croire que je pouvais continuer à me taire sans en payer le prix. Mais j'ai pensé à toutes ces petites humiliations, à ces décisions prises sans moi, à ces phrases rassurantes, répétées, pour éviter les explications. Tout s'alignait. L'héritage n'était pas un cas isolé, il était le cœur du secret, ce qu'on avait protégé à tout prix, ce qu'on avait organisé autour de mon silence. Je n'ai pleuré qu'une fois, brièvement. Pas pour l'argent, pas pour le bien, mais pour cette prise de conscience tardive. On avait jugé préférable que je ne sache pas. J'ai refermé le dossier avec soin. Je l'ai posé sur la table de la cuisine, bien en vue. Il n'était plus question de douter, ni de minimiser. Ce que je venais de découvrir dépassait largement une question matérielle. C'était une dépossession de mon droit à comprendre. Ce jour, Allah, j'ai cessé de me demander comment préserver la paix familiale. Je me suis demandé comment reprendre ma place dans ma propre histoire. Et j'ai compris que ce secret inimaginable, caché derrière un héritage, ne pourrait plus rester dans l'ombre très longtemps. Les nuits qui ont suivi cette découverte n'ont pas été agitées. Elles ont été lentes, profondes, presque studieuses. Je dormais peu, mais je ne me retournais pas sans cesse. Je restais allongée, les yeux ouverts, à écouter la maison respirer. Comme si chaque craquement venait confirmer ce que je venais de comprendre. Quelque chose d'essentiel m'avait échappé pendant trop longtemps. Je repassais ma vie sans chercher d'excuses, ni pour eux, ni pour moi. Je regardais les scènes anciennes avec une précision nouvelle. Les phrases prononcées pour me rassurer. Les décisions présentées comme techniques. Les silences que j'avais pris pour de la pudeur. Tout s'assemblait avec une logique presque implacable. Ce n'était pas une suite d'erreurs. C'était une construction. Je me suis demandé à quel moment exact j'avais cessé de poser des questions. Était-ce par fatigue, par amour, par habitude? Peut-être le jour où j'avais compris que demander expliquait, mais aussi exposait. Exposait à l'agacement, à la condescendance, parfois à la mise à l'écart. J'avais choisi la paix, sans voir qu'elle se payait d'un prix invisible. Je pensais souvent à ma mère, à sa vie droite, silencieuse, à sa capacité à tout porter sans jamais se plaindre. On l'appelait courageuse. Je comprends aujourd'hui que ce courage-là avait parfois servi d'alibi à l'effacement. On louait sa force, mais on profitait de son silence. J'avais reproduit ce schéma sans même m'en rendre compte. Une nuit, je me suis levée et j'ai descendu le dossier trouvé au grenier. Je l'ai posé sur la table de la cuisine. J'ai allumé la lumière. J'ai pris le temps. Cette fois, je ne cherchais plus à protéger qui que ce soit. Je voulais comprendre. Vraiment. Je lisais chaque page lentement, en laissant les mots faire leur travail. Le vocabulaire juridique était sec, presque inhospitalier, mais il avait une qualité que je n'avais plus rencontrée depuis longtemps. Il ne mentait pas. Il disait ce qui avait été fait, quand, par qui, et avec quelles conséquences. Il ne parlait ni d'intention, ni d'amour. Il parlait de faits. J'ai pris un carnet simple, bleu, sans importance apparente. J'y ai noté des dates, des noms, des signatures. J'ai reconstitué une chronologie, année après année, décision après décision. Plus j'écrivais, plus une chose devenait claire. Mon ignorance n'avait pas été un accident. Elle avait été entretenue. Ce constat m'a fait mal, mais il m'a aussi apaisé. Parce qu'il mettait fin à un doute ancien, diffus, que je n'avais jamais su formuler. Je n'étais pas trop sensible. Je n'exagérais pas. Ce malaise que je portais depuis des années avait une cause réelle. Je ne ressentais pas de haine. Ce sentiment m'a surprise. À la place, une détermination calme s'installait. Une lucidité qui ne cherchait plus à plaire. Je n'avais plus envie d'expliquer, ni de convaincre. J'avais envie de savoir jusqu'où allait la vérité, et ce que je pouvais en faire. Je savais que je ne pouvais pas rester seule avec cela. Mais je savais aussi que parler à ma famille, à ce stade, ne ferait que renforcer les mécanismes de défense déjà en place. Les dénis, les justifications, les inversions de culpabilité. Alors j'ai choisi un autre chemin. J'ai pris rendez-vous avec un notaire qui ne connaissait ni mon nom, ni mon histoire. Dans son bureau, j'ai posé le dossier sur la table. J'ai observé son visage pendant qu'il lisait. Il ne montrait ni surprise ni indignation. Il expliquait. Calmement.
Précisément. Il parlait de consentement éclairé, de responsabilité, de zones grises aussi. Il ne promettait rien. Il ouvrait un champ de compréhension. Cette neutralité m'a fait du bien. Elle m'empêchait de glisser vers l'émotion brute. Elle me rappelait que comprendre était déjà une forme de reprise, de pouvoir. J'ai aussi consulté un avocat. Pas pour attaquer, pour savoir. Il m'a écouté sans m'interrompre, puis il a posé des questions courtes, ciblées. Il m'a dit que le droit ne répare pas les blessures, même, mais qu'il empêche qu'on en ajoute de nouvelles. Cette phrase est restée avec moi. De retour chez moi, j'ai continué à écrire. J'enlevais les phrases inutiles. Je gardais les faits. Je me surprenais à respirer plus librement. Comme si nommer les choses leur retirait une partie de leur poids. Je n'avais encore pris aucune décision visible. Rien n'avait changé à l'extérieur. Je continuais à répondre aux messages, à sourire, à dire que tout allait bien. Ce n'était pas un mensonge, c'était une vérité partielle, mais nécessaire. À l'intérieur, en revanche, tout avait basculé. Je comprenais enfin que le silence n'est pas toujours une vertu, qu'il peut devenir une faute, quand il sert uniquement à protéger une injustice, et que la loyauté, lorsqu'elle exige l'ignorance, n'est plus de l'amour. Ce soir, en refermant mon carnet, j'ai senti quelque chose se stabiliser en moi. Je n'étais pas encore dans l'action. Je n'étais pas dans la confrontation. Mais je n'étais plus dans l'aveuglement. J'avais cessé d'accepter une histoire écrite sans moi. Et dans cet espace nouveau, fragile mais clair, une certitude s'imposait. Je ne ferais plus semblant de ne pas savoir. La préparation n'a rien eu de spectaculaire. Elle s'est faite dans le calme, presque dans l'ombre. Comme tout ce qui compte vraiment quand on ne cherche plus à convaincre, mais à se protéger. Je n'ai pas parlé, j'ai agi, lentement, méthodiquement, sans colère apparente. La colère brouille la précision. Or, j'avais besoin de clarté. J'ai commencé par trier. Les papiers d'un côté, les souvenirs de l'autre. J'ai appris à ne plus les confondre. Les souvenirs demandent de la délicatesse. Les papiers exigent de la rigueur. Chaque document avait désormais une place, une date, une utilité. Je classais, je surlignais, je notais. J'avais l'impression de reprendre pied dans un territoire qui m'avait été confisqué sans bruit. Le notaire m'a reçu plusieurs fois, pas longtemps à chaque rendez-vous, mais suffisamment pour que les choses se dessinent. Il ne me promettait pas une réparation morale. Il m'offrait une structure, des options, des conséquences. Il m'expliquait ce qui pouvait être rééquilibré, ce qui resterait à jamais tel quel. J'écoutais sans interrompre. J'apprenais. Nous avons parlé de biens, de droits, de marge de manœuvre. J'ai compris que certaines décisions prises autrefois étaient irréversibles, mais que d'autres pouvaient encore être réorientées. Pas pour punir, pour reprendre ce qui m'appartenait légitimement, la capacité de décider. J'ai ouvert un nouveau compte bancaire, un geste simple, presque banal. Pourtant, en signant les documents, j'ai ressenti une étrange légèreté. C'était la première fois depuis longtemps que je faisais quelque chose uniquement pour moi, sans demander l'avis de qui que ce soit. Personne n'en a été informé. Ce n'était pas un secret. C'était une frontière. J'ai revu mon testament. Non pas par peur de mourir, mais par désir de transmettre autrement. J'ai pris le temps de réfléchir à ce que je voulais laisser, et surtout à ce que je ne voulais plus voir utilisé contre moi. Écrire ces lignes m'a obligé à regarder la réalité sans phare. Certaines relations n'étaient plus celles que j'avais idéalisées. D'autres, plus discrètes, méritaient enfin d'être reconnues. Pendant ce temps, à l'extérieur, rien ne changeait. Je continuais à jouer le rôle qu'on attendait de moi. Je répondais aux invitations. Je souriais aux remarques condescendantes. Je faisais semblant de ne rien savoir. Ce masque n'était pas une faiblesse. C'était une stratégie. Il me donnait le temps. Je mesurais chaque geste, chaque parole. Je savais désormais que trop expliquer, trop tôt, ne ferait que renforcer les résistances. Ceux qui avaient organisé le silence savaient se défendre. Ils avaient l'habitude. Moi, j'apprenais une autre forme de patience. L'avocat m'a aidé à comprendre les conséquences possibles. Il m'a parlé de procédures, de délais, de réactions prévisibles. Il m'a dit que la vérité, lorsqu'elle surgit, n'est jamais accueillie avec gratitude. Elle dérange. Elle oblige à revoir des récits confortables. Je n'attendais ni excuses ni reconnaissance.
Je voulais seulement que les faits existent. Chut. J'ai continué à écrire dans mon carnet. Pas pour me plaindre. Pour garder une trace. Des dates. Des échanges. Des phrases prononcées à la légère, mais révélatrices. Je n'avais plus besoin de me souvenir. J'avais besoin de constater. À certains moments, le doute revenait. Était-ce trop tard? Était-ce utile? Ne valait-il pas mieux continuer à se taire, pour préserver ce qui restait? Ces questions traversaient mes journées, sans s'y installer. Elles perdaient leur force à mesure que je voyais se dessiner un chemin clair. Un chemin qui ne passait plus par la négation de moi-même. Je me suis surprise à marcher différemment, plus droite. Pas par fierté, mais parce que je n'allais plus apporter un poids invisible. La préparation me rendait plus solide, sans me rendre dure. Je ne cherchais pas à faire mal. Je cherchais à ne plus être blessée. J'ai pris des décisions concrètes. J'ai déplacé des objets. J'ai sécurisé des documents. J'ai anticipé des réactions. Tout cela sans précipitation. Je savais que le moment viendrait. Il vient toujours. Quand la structure est prête, la confrontation n'a plus besoin d'être violente. Elle devient inévitable. Je n'ai jamais appelé cela une vengeance. Le mot est trop chargé, trop bruyant. Ce que je préparais était une restitution. La restitution de ma place, de ma voix, de mon droit à comprendre et à décider. Ce qui me frappait le plus, c'était le calme qui m'habitait désormais. Un calme que je n'avais jamais connu auparavant. Il ne venait pas de l'oubli, mais de la cohérence retrouvée. Mes actes correspondaient enfin à ce que je savais. Je n'étais plus dans l'attente. Je n'étais plus dans la peur. J'étais dans le temps juste. Et dans ce silence choisi, précis, organisé, je savais que le piège se refermerait sans bruit. Parce qu'il ne reposait plus sur la surprise, mais sur la vérité. La confrontation n'a pas été annoncée. Elle n'a pas été préparée comme une scène. Elle s'est imposée d'elle-même à un moment où chacun croyait encore maîtriser le récit. C'était un déjeuner familial, ordinaire en apparence. Et ça, une table bien dressée, des plats choisis avec soin, cette politesse feutrée qui masque les tensions sans jamais les dissoudre. Je me suis assise à ma place habituelle. Rien dans mon attitude ne trahissait ce que je savais. Je parlais peu, j'écoutais beaucoup. Ils discutaient de projets, d'ajustements, de décisions prises pour l'avenir. Des décisions où mon nom apparaissait parfois, toujours comme une variable à gérer. Jamais comme une voix. Quand le moment est venu, je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas demandé le silence. J'ai simplement posé le dossier sur la table, lentement, devant moi, entre eux et moi. Le bruit du carton contre le bois a suffi à interrompre la conversation. Ce bruit, là, n'était pas agressif. Il était définitif. Les regards ont convergé. Certains ont reconnu immédiatement la chemise. D'autres ont feint l'étonnement. Personne n'a souri. J'ai ouvert le dossier et j'ai sorti quelques documents. Pas tous, seulement ceux qui parlaient d'eux à même. Des actes, des dates, des signatures. Je les ai alignés avec soin, comme on dispose des pièces sur un échiquier quand la partie est déjà jouée. Je n'ai pas accusé. J'ai décrit. J'ai dit ce que j'avais découvert. J'ai dit quand. J'ai dit comment. Je n'ai pas ajouté d'interprétation. Je n'en avais pas besoin. Les faits se suffisaient à eux à même. Mon fils a été le premier à réagir. Il a tenté de minimiser, de contextualiser. Il parlait de complexité administrative, de décisions prises dans l'urgence, de bonne foi. Je l'ai laissé parler. Puis, je lui ai posé une seule question. Calme, précise. Pourquoi ne m'avoir jamais expliqué cela clairement? Il n'a pas répondu. Ma belle-fille a pris le relais. Son discours était structuré, presque juridique. Elle parlait d'intérêt général, de protection, de ce qui avait été jugé préférable. Elle disait qu'elle avait agi pour éviter des conflits, pour préserver l'équilibre. Je l'ai regardée sans l'interrompre. Puis je lui ai dit que protéger quelqu'un, en l'empêchant de comprendre, n'était pas une protection, mais une confiscation. Elle a baissé les yeux. Les autres observaient, silencieux. Chacun cherchait sa place dans ce nouvel ordre qui se dessinait sans eux. Les alliances implicites se fissuraient, et les regards se détournaient. Les certitudes s'effritaient. Je n'ai jamais prononcé le mot trahison. Il était inutile. Ce qui se révélait dépassait les intentions individuelles. C'était un système, une manière de faire.
Une habitude installée sur mon silence et ma confiance. À un moment, mon fils a élevé la voix. Pas par colère, mais par panique. Il disait que tout cela allait trop loin, que ce n'était pas le moment, que nous pouvions en reparler plus tard. Ce plus tard, je le connaissais trop bien. Il n'arrive jamais. Je lui ai répondu que le moment était passé depuis longtemps, que ce jour-là n'était pas une rupture, mais un rattrapage. J'ai annoncé, simplement, ce que j'avais fait. Les démarches entreprises, les décisions prises, les changements déjà actés. Je n'ai pas cherché à provoquer. Je voulais seulement que chacun comprenne que le temps de l'opacité était terminé. La réaction a été immédiate. Colère, déni, supplication maladroite. On m'a accusé de dureté, d'ingratitude, d'avoir brisé la famille. Ces mots glissaient sur moi, sans s'accrocher. Je les connaissais. Ils faisaient partie du mécanisme de défense. Je n'ai pas répondu à tout. J'ai répondu à l'essentiel. J'ai dit que je n'avais rien détruit. Que ce qui se fissurait n'était pas la famille, mais le mensonge qui la soutenait. J'ai dit que je n'avais pas cherché à punir, seulement à reprendre ma place. Le silence est tombé. Un silence lourd, irréversible. Ce n'était plus celui qui m'écrasait autrefois. C'était celui qui oblige chacun à regarder ce qu'il a préféré ignorer. Je me suis levée la première. J'ai rangé les documents. J'ai refermé le dossier. Je n'ai pas attendu d'excuses. Je n'en attendais plus. J'ai dit que je partais. Pas pour fuir. Pour respirer. En quittant la pièce, je n'ai ressenti ni triomphe ni tristesse. Seulement une clarté nouvelle. Le piège s'était refermé, non pas sur eux, mais sur l'histoire, fausse qu'ils entretenaient. Elle n'avait plus d'espace pour se cacher. Dehors, l'air était frais. J'ai marché quelques minutes sans destination précise. Je sentais mon cœur battre calmement. J'avais fait ce que je devais faire. Sans éclat, sans vengeance criante. Avec la précision de quelqu'un qui n'accepte plus d'être effacé. À Bob, je savais que les conséquences viendraient. Elles viennent toujours. Mais à cet instant précis, une chose était certaine. Je n'étais plus prisonnière du silence des autres. Après ce déjeuner, rien ne s'est effondré d'un seul coup. La famille ne s'est pas brisée dans un fracas spectaculaire. Elle s'est fissurée lentement, comme une structure que l'on découvre creuse, incapable de supporter plus longtemps le poids de ce qu'elle dissimulait. Ce n'était pas une explosion. C'était une désagrégation. Les jours suivants ont été marqués par une agitation confuse. Des messages, des appels manqués, des silences calculés. Chacun semblait chercher sa position dans ce nouveau paysage, où l'histoire commune venait d'être brutalement remise en question. Les mots perdaient leur assurance. Les phrases se terminaient mal. Plus personne ne savait exactement ce qu'il était légitime de dire. Mon fils m'a appelé le premier. Sa voix était hésitante, comme s'il marchait sur un terrain instable. Il parlait de malentendus, de choses mal expliquées, de décisions prises trop vite. Il disait qu'il n'avait jamais voulu me blesser. J'ai écouté sans l'interrompre. Puis je lui ai répondu que l'absence d'intention ne suffisait pas à effacer une dépossession organisée. Première, il est resté silencieux longtemps avant de raccrocher. Ma belle-fille a choisi l'écrit. Des messages longs, structurés, presque argumentatifs. Elle tentait de reconstruire un récit cohérent, où chaque geste aurait eu une justification morale. Elle parlait de protection, de responsabilité, de ce qu'elle croyait être le mieux pour tous. Elle se présentait comme une intermédiaire, mal comprise, coincée entre des décisions anciennes et des conséquences qu'elle n'aurait pas su éviter. Je n'ai pas répondu. Je savais que toute réponse ouvrirait un espace où la vérité se diluerait à nouveau dans les intentions. Or, je ne voulais plus débattre de motivation. Les faits avaient parlé. Il n'avait plus besoin de commentaires. Les autres membres de la famille se manifestaient par touches discrètes. Un message de soutien maladroit. Une phrase prudente, sans engagement réel. Personne ne voulait se positionner clairement. Les alliances tacites, jusqu'à là solides, devenaient fragiles. Chacun craignait d'être associé à ce qui venait d'être exposé. Élodie est venue me voir quelques jours plus tard. Elle s'est assise face à moi, sans détour. Elle m'a dit qu'elle savait, depuis longtemps, que certaines choses n'étaient pas claires, qu'elle avait préféré se taire pour préserver l'équilibre. Sa voix tremblait. Pas de peur, mais de honte. Elle comprenait enfin que ce silence l'avait rendue complice.
Je lui ai dit que je ne cherchais pas des coupables supplémentaires, que le mécanisme était ancien, bien installé, et qu'il avait fonctionné parce que beaucoup avaient préféré ne pas voir. Elle a pleuré. Pas pour moi. Pour elle-même et pour cette famille qu'elle ne reconnaissait plus. Peu à peu, les tensions se sont déplacées. Les reproches ne m'étaient plus directement adressés. Ils circulaient entre eux. Chacun tentait de se décharger de sa part de responsabilité. Les décisions autrefois prises dans un accord implicite devenaient soudain des erreurs individuelles. L'un accusait l'autre. Les silences se retournaient contre ceux qui les avaient entretenus. Mais je regardais tout cela à distance. Pas par indifférence, mais parce que je n'étais plus au centre. J'avais cessé d'être le pilier invisible sur lequel reposait l'équilibre fragile. Ce rôle ne m'appartenait plus. Et cette mise à distance me procurait un calme inattendu. La maison me semblait étrangère. Les murs, chargés de souvenirs, résonnaient désormais d'une autre manière. Ce Dieu que j'avais longtemps protégé n'était plus un refuge. Il portait trop de décisions prises sans moi, trop de vérités étouffées. Je savais que je n'y resterais pas. On m'a accusé, parfois, d'avoir tout gâché. D'avoir ouvert une boîte qu'il aurait mieux valu laisser fermer. Ces mots ne me blessaient plus. Je comprenais désormais que ce qui s'était effondré n'était pas la famille, mais l'histoire fausse qui la maintenait debout. Je n'avais rien détruit. J'avais cessé de soutenir un mensonge collectif. Ce chaos, pour douloureux qu'il soit, avait une fonction. Il obligeait chacun à regarder ce qu'il avait accepté trop longtemps, à reconnaître que la paix, fondée sur l'ignorance, n'est qu'un report de la violence. Je sentais que quelque chose se terminait. Pas seulement une période de ma vie, mais une manière d'exister. Je n'étais plus celle qui amortit, qui rassure, qui absorbe. J'étais devenue témoin de ce que provoque la vérité quand elle, un puits de refuge. Dans cet éclatement, je ne cherchais ni réparation immédiate, ni reconnaissance tardive. Je savais que tout cela prendrait du temps. Peut-être ne viendrait jamais. Mais une chose était acquise. Je n'étais plus responsable de réparer ce qui s'était construit sur mon effacement. La décision de partir ne s'est pas imposée comme une fuite, mais comme une continuité logique. Puis, après l'éclatement, après les silences tendus et les reproches murmurés, rester aurait signifié continuer à porter un décor vidé de son sens. Je n'avais plus besoin de prouver quoi que ce soit. J'avais seulement besoin d'air. Je n'ai pas annoncé mon départ comme une rupture. Je l'ai préparé discrètement, à mon rythme. J'ai choisi un lieu simple, loin des habitudes et des regards. La mer s'est imposée, sans réflexion excessive. Oui, elle avait toujours été là, en arrière, appelant de mes souvenirs, comme une promesse jamais tenue. Cette fois, je n'attendais rien d'elle. Sa présence suffisait. L'appartement était petit, lumineux, sans histoire. 2 pièces, un balcon étroit, le bruit des vagues porté par le vent. Rien de spectaculaire. Mais rien non plus qui exigeait de moi une fidélité au passé. J'y voyais un espace neutre, prêt à accueillir une vie débarrassée des récits imposés. Le jour du départ, j'ai fait mes valises lentement. J'ai laissé derrière moi beaucoup plus que je n'emportais. Des meubles, des objets accumulés, des habitudes devenues inutiles. J'ai pris quelques livres, des photos anciennes, mon carnet. Le reste pouvait rester. Il ne me définissait plus. Fermer la porte de la maison n'a pas été douloureux. J'ai posé les clés sur la table, avec une attention presque cérémonieuse. Ce geste n'était pas un renoncement. C'était une transmission silencieuse. La maison avait contenu une vie entière. Elle n'avait pas à contenir la suite. Les premiers jours ont été étranges. Le silence n'était plus une absence, mais une présence neuve. Je me levais sans contrainte. Je préparais mon café sans penser à ce que je devais pour quelqu'un d'autre. Le temps semblait s'étirer différemment, sans urgence. Mais personne ne me connaissait ici. Personne ne me demandait de justifier mes choix. Cette invisibilité choisie était un soulagement profond. J'avais vécu trop longtemps sous le regard des autres, à anticiper leurs attentes, à me conformer à une image rassurante. Ici, je n'étais qu'une femme qui recommençait. Je marchais souvent le long de la plage. Pas pour réfléchir, mais pour sentir. Le vent, le sel, le mouvement constant de l'eau. Ces éléments simples me rappelaient que la vie n'a pas besoin d'être expliquée pour exister. Le soir, j'écrivais. Pas pour me défendre. Pas pour consigner des preuves. J'écrivais pour déposer ce qui avait été trop longtemps retenu. Des souvenirs, des questions,
des phrases inachevées. Je ne cherchais pas à résoudre. J'apprenais à laisser être. Ma famille existait toujours, mais à distance. Mon fils m'a envoyé un message bref, demandant si j'étais installée. J'ai répondu oui. C'était une vérité simple, sans sous-texte. Élodie m'appelait parfois. Nos échanges étaient prudents, respectueux. Nous parlions du quotidien, du temps qu'il faisait, de choses légères. Le passé restait présent, mais sans envahir chaque phrase. Ma belle fille ne s'est plus manifestée. Je ne cherchais pas à combler ce silence. Certaines absences sont nécessaires pour que l'on puisse enfin respirer. Dans cette nouvelle vie, bon, je n'étais plus un rôle à tenir. Je n'étais plus la mère qui amortit les chocs, la femme qui fait tampon entre les tensions. Je n'étais plus une fonction. J'étais une personne entière, avec des limites claires. Je pensais parfois au pardon, non comme à une obligation morale, mais comme à une possibilité lointaine. Le pardon, s'il venait, ne serait ni un oubli ni une absolution. Il serait une manière de ne plus porter la colère, là où vue, elle n'a plus de prise. Je repensais aussi à l'héritage, à ce qu'il avait caché, à ce qu'il m'avait coûté, et à ce qu'il m'avait finalement offert. Une vérité tardive, certes, mais une vérité complète. Elle m'avait arraché à une histoire fausse, pour me rendre à une vie réelle. Je n'étais pas devenue quelqu'un d'autre. J'avais simplement cessé de me définir à travers ce que l'on attendait de moi. Et dans ce départ silencieux, sans éclat ni revanche visible, je comprenais que la vraie reconstruction commence souvent là où l'on accepte de ne plus être indispensable, à personne, sauf à soi, à même. Il m'arrive encore, certains soirs, de m'asseoir face à la mer sans rien attendre d'elle. Je la regarde avancer puis se retirer, fidèle à un mouvement qui n'exige ni explication, ni promesse. Dans cette régularité, je reconnais une forme de vérité simple, celle qui ne se négocie pas, celle qui existe, qu'on l'accepte ou non. Le passé ne m'a pas quitté. Il revient parfois, par touches discrètes, une phrase entendue autrefois, un geste que je n'avais pas su interpréter, une signature apposée sans comprendre. Ces souvenirs ne me traversent plus comme des blessures ouvertes. Ils sont devenus des repères, des preuves silencieuses de ce que j'ai traversé, et surtout, de ce que je ne veux plus accepter. Je pense souvent à la femme que j'ai été, celle qui croyait que l'amour se prouvait par la patience, que la loyauté consistait à ne pas poser de questions. Celle qui pensait qu'en se taisant, elle protégeait les autres, sans voir qu'elle s'abandonnait, elle-même. Je ne la juge pas. Je lui dois même une forme de reconnaissance. Elle a tenu assez longtemps pour que je puisse, un jour, comprendre. On parle souvent de courage comme d'un geste visible, spectaculaire. Une rupture, une colère, un affrontement. Le courage que j'ai appris est plus discret. Il ressemble à une enveloppe ouverte sans témoin, à un dossier relu jusqu'au bout, à un carnet rempli de dates et de faits, à une décision prise sans bruit, mais sans retour possible. Je n'ai pas gagné contre ma famille. Cette idée ne m'a jamais traversée. La vie n'est pas un tribunal permanent où il faudrait désigner des vainqueurs et des perdants. Ce que j'ai fait est plus simple et plus difficile. J'ai cessé de vivre dans une histoire arrangée, écrite pour préserver la tranquillité des autres. Certains m'en voudront toujours. Ils diront que j'ai exagéré, que j'ai remué le passé inutilement, que j'ai brisé un équilibre fragile. Je comprends cette colère. La vérité, quand elle surgit tardivement, donne l'impression de détruire ce qui tenait encore debout. Il est plus confortable d'accuser celle qui ouvre le dossier que de reconnaître le mensonge qu'il contient. Je n'ai jamais cherché à humilier. Je n'ai jamais voulu punir. J'ai simplement refusé de continuer à porter un secret qui n'était pas le mien. J'ai refusé de rester la gardienne d'un silence qui me coûtait trop cher. Il y a un prix à cette lucidité. Elle isole parfois. Elle vous laisse seule face à des liens qui ne tiennent plus comme avant. Mais cette solitude n'est pas un vide. C'est un espace. Un espace où l'on respire sans s'excuser. Où l'on peut enfin choisir sans demander la permission. Si je raconte cette histoire aujourd'hui, ce n'est pas pour régler des comptes. C'est pour m'adresser à celles et ceux qui se reconnaîtront dans les marges. À celles qui portent trop. À celles à qui l'on dit d'attendre encore, de comprendre toujours, de ne pas faire de vagues. À celles qui confondent la paix avec l'effacement. Je voudrais leur dire qu'il n'est jamais indécent de vouloir comprendre, qu'il n'est jamais trop tard pour relire sa propre vie, ouvrir un dossier,
poser une question, que le droit n'est pas un cri, mais un outil, et que la dignité ne consiste pas à tout accepter, mais à savoir quand s'arrêter. Je ne dis pas que cela ne fait pas mal. Je dis seulement que rester dans une histoire fausse détruit plus sûrement que la vérité, même lorsqu'elle oblige à renoncer à des certitudes rassurantes, à des images idéales, parfois même à des liens. Aujourd'hui, ma vie est simple. Je marche, je lis, j'écris parfois, je choisis. Ces gestes peuvent sembler ordinaires. Pour moi, ils sont essentiels. Ils m'appartiennent. Et pour la première fois, je n'ai pas l'impression de vivre une vie empruntée. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Peut-être des silences définitifs. Peut-être des rapprochements maladroits. Je n'essaie plus de tout prévoir. J'ai compris que la paix ne vient pas de la certitude, mais de l'accord entre ce que l'on sait et ce que l'on accepte. Alors, s'il ne devait rester qu'une seule phrase, une seule, prononcée, sans colère ni triomphe, mais avec la clarté acquise trop tard, ce serait celle-ci. Le silence peut aussi être une forme de justice.